L'Assemblée nationale approuve la recommandation proposée par la Commission chargée de la révision de son règlement intérieur. Le département de la formation professionnelle organise à Bogué un atelier destiné à la mise en œuvre du plan annuel d'un système de management qualité au sein des écoles de formation professionnelle. Le commissariat aux droits de l'homme commémore la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes sous le thème « La traite des personnes est un crime organisé, mettons fin à l'exploitation ». Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. D'abord ce décret de la présidence de la République avant de passer au développement de ces titres. La présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret publié aujourd'hui, le colonel Cheikh Abedinoul Maïev est nommé chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté ce jour les recommandations proposées par la commission chargée de la révision du règlement intérieur de la Chambre. Le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale vise à consacrer l'indépendance de l'Assemblée nationale en tant que pouvoir législatif, à ancrer la pratique démocratique au sein de l'Assemblée nationale, à moderniser, à développer les mécanismes de fonctionnement de ces organes en simplifiant les procédures, à accroître l'efficacité des organes et à examiner avec soin les textes qui lui sont soumis. Il convient de noter que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un document interne qui régit son organisation et son fonctionnement, établit les règles du travail législatif et des contrôles et clarifie les relations entre les différents acteurs concernés par l'application de ce document, notamment entre parlementaires, entre Parlement et le gouvernement, et enfin entre le Parlement et les autres instances constitutionnelles. Nous restons dans l'hémicycle qui a également abrité hier l'examen et l'adoption de 3 projets de loi relatifs au renforcement de la résilience rurale en Mauritanie et à l'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. 3 projets défendus par le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Lebou. C'est un compte-rendu de Yad Elifal. Au cours de sa séance plénière, l'Assemblée nationale, présidée par M. Mohamed V. El Barkeba, son vice-président, elle a approuvé 3 projets de loi relatifs au renforcement de la résilience rurale dans notre pays et l'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Le premier projet de loi autorise la ratification de l'accord de paix signé le 28 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement destiné au financement du projet de renforcement de la résilience rurale en Mauritanie par la gestion et le développement des ressources en eau à des fins domestiques, productives et écosystémiques. Quant au deuxième projet de loi, il autorise la ratification de l'accord de prêt signé le 21 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Le troisième projet de loi, quant à lui, permet la ratification d'un accord cadre, financement sous forme de vente à terme, signé à la même date entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, également destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Les députés, au cours de leur intervention, ont salué l'importance des projets de loi cités et les efforts qu'ils reflètent pour le développement du pays, soulignant que le développement de la formation professionnelle constitue un levier essentiel pour absorber le chômage. Les députés ont appelé au lancement d'une campagne nationale de mobilisation globale pour encourager l'orientation vers les centres de formation, en particulier dans les spécialités et les métiers qui connaissent une pénurie aiguë sur le marché du travail. Les députés ont également appelé le gouvernement à fournir toutes les conditions nécessaires pour assurer la mise en œuvre optimale de ces projets afin d'atteindre les objectifs escomptés.
Le ministre de l'économie et des finances, M. Ahmed Oudoubou, a expliqué que le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 28 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement est destiné au financement du projet de renforcement de la résilience rurale dans notre pays par la gestion et le développement des ressources en eau à des fins domestiques, productives et écosystémiques. Il s'inscrit dans le cadre des efforts de notre pays pour atteindre les objectifs de développement durable et sa prise en compte de la faiblesse des taux d'accès aux services d'eau potable, ayant placé la problématique de l'eau et de l'assainissement au premier rang des priorités du développement. Le ministre a ajouté que le programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, s'articule dans ce cadre sur l'amélioration de l'efficacité des infrastructures existantes d'une part et sur la modernisation et l'extension du réseau national d'eau d'autre part. Il a souligné que ce projet s'inscrit dans les 4 axes de la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Concernant le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé le 21 mai 2025 entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes, le ministre de l'économie et des finances a expliqué que ce projet a un coût de 43 500 000 euros et que le financement actuel se compose de 2 prêts. Un prêt de ressources de la banque d'un montant de 4 780 000 euros et un prêt de ressources du Fonds de solidarité islamique d'un montant de 4 780 000 euros. Le premier prêt sera remboursé sur une période de 25 ans, dont une période de grâce de 7 ans et des frais de service ne dépassant pas 1,5% par an, tandis que le second prêt sera remboursé sur une période de 25 ans, dont une période de grâce de 7 ans et des frais de service ne dépassant pas 0,5% par an. Quant au projet de loi autorisant la ratification d'un accord cadre de financement sous forme de vente à terme, signé le 21 mai 2025 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, est destiné au financement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et des emplois des jeunes. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué que le coût total du projet s'élève à 43 500 000 euros et que le financement actuel de la Banque islamique de développement s'élève à 26 210 000 euros, soit l'équivalent de 1 128 600 000 nouvelles ouguiyas, remboursables sur une période de 20 ans, dont une période de grâce de 4 ans avec une marge bénéficiaire de 1,9% par an. L'hémicycle qui a par ailleurs abrité aujourd'hui le lancement des travaux du groupe parlementaire pour la promotion du tourisme. La constitution de ce groupe vient en réponse à l'appel du président de la République visant à encourager les citoyens et les hauts responsables à passer leurs vacances à l'intérieur du pays. Retour à Yed Alifal. Ce groupe aura comme vocation de suivre de près les politiques publiques du secteur, proposer des réponses concrètes aux difficultés constatées sur le terrain et renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés. Le vice-président de l'Assemblée nationale a indiqué que ce groupe parlementaire ambitionne de jouer un rôle moteur dans la dynamisation du tourisme intérieur en mettant en avant le potentiel du pays en matière de culture, de patrimoine et de diversité naturelle. Il a estimé que le développement des vacances locales constitue un levier stratégique pour soutenir l'économie nationale, en particulier dans les zones rurales et périphériques. La ministre du Commerce a salué cette initiative qu'elle considère comme un pas important vers la concrétisation de la stratégie nationale de développement touristique. Elle a insisté sur la nécessité d'un soutien parlementaire fort pour garantir l'efficacité des politiques publiques en la matière et assurer une coordination optimale entre les différentes institutions concernées. Le secteur touristique, souvent présenté comme un pilier potentiel de l'économie nationale, recèle d'importantes opportunités en termes d'emploi, d'investissement et de diversification des sources de revenus pour l'État. Dans ce contexte économique en mutation, sa relance est presque comme un enjeu majeur. Pour accompagner cette dynamique, le ministre de la Culture a rappelé que l'ensemble des départements ministériels sont appelés à contribuer activement au succès de la stratégie touristique nationale. Il a précisé que 12 festivals culturels seront organisés dans les différentes régions du pays et que d'autres événements recevront un appui ciblé dans le but de positionner la culture comme vecteur essentiel de l'attractivité touristique. Le président du groupe parlementaire a pour sa part indiqué que la création de ce groupe s'inscrit dans une volonté de mettre en place un mécanisme de suivi législatif et de contrôle efficace pour accompagner les efforts du gouvernement. Il a souligné l'importance d'identifier les obstacles qui freinent le développement du tourisme et d'y répondre de manière concrète, et ce afin d'assurer la cohérence des interventions et la qualité de l'offre touristique nationale.
La création de ce groupe illustre la volonté de l'Assemblée nationale par la voix de ce groupe de s'impliquer pleinement dans la relance des secteurs clés en favorisant une meilleure synergie entre tous les acteurs impliqués dans le développement touristique de notre pays. Ce mercredi, le directeur général de l'emploi et le directeur exécutif de la Banque mondiale, de la Banque nationale de Mauritanie, BNM, ont apposé leur signature sur un document de 50 millions d'anciens ouguiyas destiné à soutenir l'emploi des personnes handicapées. Un geste de la BNM apprécié par le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Mohamed Abdallah Oulouli, qui a souhaité que tous les hommes d'affaires et acteurs économiques contribuent au soutien de cette catégorie importante de la société. Yed Alifal. Cette convention prévoit une contribution financière de 50 millions d'anciens ouguiyas de la part de la Banque nationale de Mauritanie, versée dans un fonds destiné à soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. La signature s'est faite entre le directeur général de l'emploi et le directeur général de la BNM. Dans son allocution, le président du groupe de la Banque nationale de Mauritanie, M. Mohamed Abdallah Oulouli, a salué cette initiative, la qualifiant d'expression d'un engagement collectif à l'égard des personnes en situation de handicap. Il a souligné que cette contribution au fonds de soutien de la formation et de l'emploi des personnes handicapées n'est pas seulement un geste humanitaire, mais une reconnaissance concrète du droit de chaque citoyen à une vie digne et à une participation active au développement national. Il a affirmé que les personnes en situation de handicap ne sont pas en marge de la société, mais qu'elles en sont une composante essentielle et qu'elles méritent un accompagnement adapté à leurs besoins et potentiels à travers la formation, l'insertion professionnelle et le soutien à l'entrepreneuriat. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales de personnes handicapées, M. Louhbous Ouliaïd, a salué cette initiative qu'il considère comme le fruit d'une collaboration fructueuse entre les établissements publics et privés. Il voit également une illustration de la volonté politique du président de la République d'intégrer toutes les composantes de la société, notamment les plus vulnérables. Cette convention constitue un mécanisme alternatif et volontaire permettant aux entreprises qui ne peuvent pas embaucher directement des personnes handicapées de contribuer au financement des projets d'entrepreneuriat et à la promotion de leur emploi. Également au chapitre de ce département, la poursuite sur l'ensemble des wilayas du pays des activités de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. Et ce, dans ce cadre que le complexe olympique a abrité hier soir le lancement des compétitions sportives et culturelles. Memounalo. À l'instar des autres wilayas du pays, les activités de la Conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes se poursuivent dans les wilayas de Nouakchott, Ouest, Nord et Sud. Au programme, un tournoi de football, des concours de théâtre, de chant, de danse collective ainsi que des épreuves dédiées à l'entrepreneuriat et à l'innovation portées par la jeunesse. Cheikh Oulvete, coordinateur régional du programme pour la wilaya de Nouakchott-Ouest, a lancé un appel aux jeunes afin qu'ils s'impliquent davantage dans les dynamiques sociales, économiques et politiques, en saisissant les opportunités offertes pour développer leurs compétences, faire entendre leur voix et devenir des acteurs clés du changement. Kantak Fatimata Kandissi a mis l'accent sur le programme. Ce sont des concours qui vont se dérouler au niveau de chaque Moukata. Actuellement, aujourd'hui, on a débuté au niveau de la Moukata de Tebrakh Zeyna et on a fait pas mal de concours, des concours sur meilleure initiative de l'autonomisation des jeunes, des associations qui travaillent dans le secteur de la santé, de l'éducation et de l'environnement, et concours de meilleure initiative de service civique, et aussi un concours de meilleurs projets, c'est-à-dire tout jeune qui est porteur de projet est bien invité pour participer à ces 3 jours d'opportunités données ou offertes par le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. À Darnaïm, dans le cadre du Congrès national, Bouwoul Emergen, chargé de mission au ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civil, a souligné l'importance de cette initiative. Il a encouragé les jeunes à saisir cette opportunité pour s'impliquer activement dans la vie économique et sociale du pays, en rappelant que leur engagement est essentiel pour construire une Mauritanie plus forte et plus inclusive.
De son côté, Mohamedou Oulreina, président de la Ligue régionale de football de Nouakchott-Nord, a mis en avant le rôle du sport comme vecteur d'autonomisation. Il a affirmé que le football, au-delà de sa dimension sportive, constitue un outil puissant pour mobiliser, encadrer et valoriser les talents de la jeunesse, en leur offrant des perspectives concrètes de réussite et d'épanouissement. Dans ce siège, la wilaya de Nouakchott Sud a poursuivi ses activités dans le cadre du Congrès national pour l'autonomisation des jeunes. La journée a été marquée par un riche programme mêlant sport, danse, théâtre et chant, illustrant la diversité des talents de la jeunesse mauritanienne à travers ces manifestations culturelles et artistiques. Les jeunes ont exprimé leur créativité et leurs engagements, renforçant ainsi leur rôle central dans la dynamique sociale et culturelle du pays. Direction la ville de Bogué, dans laquelle le ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Merani Oulayi, a supervisé ce mercredi matin le démarrage d'un atelier semestriel pour le suivi du plan d'action de mise en place d'un système de management qualité en formation professionnelle. Le programme de l'atelier renferme des exposés centrés sur les mécanismes du système management au sein des écoles de formation professionnelle. Bokar Baïlaba. La formation professionnelle et technique est au cœur de la stratégie de l'État. Illustration, c'est le lancement à Bogué de cet atelier semestriel consacré à l'examen de la mise en œuvre du plan de travail annuel et à la mise en place d'un système qualité dans les établissements de formation technique et professionnelle. Et à cette occasion, le ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, Mohamed Merani Oulayi, a souligné que cet atelier constitue une étape fondamentale pour évaluer la mise en œuvre du plan d'action du secteur au cours de la période écoulée et redessiner une nouvelle carte de formation répondant aux exigences du marché du travail. Il a en outre mis en exergue l'importance de cet atelier et son rôle dans l'établissement des bases d'un système de formation conforme aux normes internationales de qualité. Et il a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu aux efforts de développement du secteur de la formation professionnelle. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de Bogué, Ba Adama Moussa, qui a souligné l'importance de cet atelier et le rôle vital joué par l'école de formation professionnelle de Bogué au service de la jeunesse, saluant ainsi le partenariat fructueux avec le ministère de la formation professionnelle. Le directeur des relations extérieures au niveau de la société Kinrotasias Baboul Salihi a salué les efforts de l'entreprise pour soutenir la formation professionnelle, notamment dans les secteurs miniers et gaziers, dans le cadre de son partenariat avec le secteur. Et dans le même contexte, le coordinateur du projet DREAM au ministère de l'Énergie et du Pétrole, Amanatullah El-Kharchi, a déclaré que la formation professionnelle est l'un des piliers fondamentaux du projet, notant que l'équipement de l'école des mines du pétrole et du gaz sera une priorité pour le projet dans le but de la transformer en une institution modèle et leader dans ces domaines. Le programme de l'atelier de 2 jours comprend des présentations spécialisées, centrées sur des mécanismes d'établissement d'un système de qualité au sein des établissements de formation professionnelle, la carte de formation pour l'année académique 2025-2026, ainsi que des présentations sur l'école de la deuxième chance et le portail électronique du secteur, entre autres. Retour à Nouakchott, où une importante délégation du gouvernement conduite par le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Sahanan Oul-Sidi, a assisté hier soir à l'ambassade de la République populaire de Chine à la commémoration du 98e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine. L'occasion pour l'ambassadeur de la Chine dans notre pays, M. Wang Kun, de souligner que l'armée chinoise assume activement ses responsabilités internationales, participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, aux escortes maritimes et aux opérations de secours humanitaires. Il a assuré qu'elle relève efficacement les défis globaux tels que le terrorisme, la cybersécurité et les catastrophes naturelles, apportant ainsi une contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Venons-en maintenant à la conférence de presse donnée hier par des membres du gouvernement
au cours de laquelle ils ont commenté les projets de décret adoptés par le Conseil des ministres. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts et de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulimedou, et de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement, Mme Houda Mtbaba. C'est un compte-rendu toujours de Memouna Lo. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Il s'agit des ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement, Mme Houda Mtbaba, et de la Culture, des Arts, de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hussein Oulimedou. S'exprimant en première, Mme Houda Baba, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a présenté un projet de décret visant à réviser le cadre réglementaire de l'enseignement privé dans les cycles fondamentaux et secondaires. Elle a expliqué que ce texte vise à aligner les règles de l'enseignement privé et celles définies dans la loi d'orientation du système éducatif pour renforcer la qualité du secteur et mettre un terme aux dérives qui l'affectent. Selon elle, le projet de décret impose désormais aux écoles privées de respecter les mêmes exigences que les établissements publics en matière de programmes, de manuels scolaires et d'uniformes. Il introduit aussi l'obligation d'obtenir une autorisation d'enseignement pour tout enseignant exerçant dans le privé, ainsi qu'un contrôle pédagogique permanent assuré par les services du ministère. Parmi les mesures clés, la ministre a mentionné l'interdiction pour tout directeur d'école publique de diriger un établissement privé. Toute personne souhaitant diriger une école privée devra introduire une attestation de retraite ou de non-affiliation à la fonction publique. Par ailleurs, les autorisations d'ouverture seront délivrées par un arrêté conjoint des ministères de l'Éducation et de l'Intérieur. Les enseignants du privé, quant à eux, auront désormais accès aux sessions de formation organisées par l'État. Mme Houda Baba est également revenue sur l'évolution de l'enseignement privé en Mauritanie, apparu au début des années 1980 pour pallier les insuffisances du secteur public avec 998 établissements recensés à ce jour. Le secteur a connu une expansion rapide mais aussi des déséquilibres tels que le manque de supervision, des pratiques pédagogiques disparates et parfois un éloignement des valeurs nationales. Elle a insisté sur le rôle crucial de l'enseignement primaire dans l'inculcation des valeurs éthiques et patriotiques, soulignant qu'il est désormais nécessaire de réserver ce niveau d'enseignement au secteur public. Enfin, la ministre a rappelé que cette réforme s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République pour une refonte globale du système éducatif. Le décret présenté repose sur les consultations nationales menées avec les acteurs de l'éducation et répond aux exigences de la loi d'orientation, dont l'article 50 prévoit explicitement la régulation de l'enseignement privé et son harmonisation avec les priorités nationales. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Oulimedou, a annoncé l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de décret relatif au nouveau code de la route. Le texte introduit plusieurs nouvelles infractions, notamment l'usage illégal des voies réservées aux bus à haut niveau de service, BHNS. Certaines de ces infractions seront passibles d'une amende pouvant atteindre 50 000 anciennes ouguiyas, soit 5 000 MRU, avec en cas de récidive un retrait de permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 mois. Le ministre a précisé que d'autres infractions ont également été intégrées, telles que l'utilisation du téléphone au volant, la vitesse excessive, l'absence de plaque d'immatriculation et la non-conformité entre la couleur du véhicule et celle mentionnée sur la carte grise. L'usage des voies BHNS est désormais strictement réservé aux transports autorisés à l'exception des cortèges présidentiels et des ambulances. À propos de la récente visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans la ville de Nouadhibou, le porte-parole a souligné que cette tournée a permis d'importantes avancées pour les habitants de la capitale économique. Parmi les réalisations majeures figure l'extension du lac de Boule-Noire pour renforcer l'accès à l'eau potable ainsi que l'inauguration du câble sous-marin destiné à l'amélioration de la connectivité Internet. Concernant la saison touristique, le ministre a indiqué qu'elle a été officiellement lancée depuis la ville d'Attar, en partenariat avec les ministres de la Culture, du Commerce et du Tourisme.
Il a précisé que 12 festivals seront organisés dans les capitales régionales entre le 2 août et le 21 septembre, en plus de 40 autres festivals qui bénéficieront d'un soutien de l'État dans le but de valoriser les atouts touristiques et culturels du pays. L'actualité marquée aussi ce mercredi par le lancement des activités commémorant la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile cette année sous le thème de la traite des personnes et un crime organisé, mettons fin à l'exploitation. La journée sera l'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur la gravité du crime de traite des êtres humains. Fatima Tadé. Notre pays commémore la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes chaque 30 juillet. Cette année, le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile a marqué l'événement sous un thème fort, la traite des personnes est un crime organisé. À cette occasion, les forces de sécurité et les acteurs de la société civile et les représentants des droits de l'homme ont uni leurs efforts pour sensibiliser l'opinion et renforcer la lutte contre ces fléaux. Dans son allocution, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a souligné les avancées significatives réalisées par notre pays dans la lutte contre la traite des êtres humains. Un combat érigé en priorité par le président de la République. Notons un engagement motivé par les graves menaces que ces crimes fait peser sur la dignité humaine, la cohésion sociale et la sécurité nationale. À noter que notre pays s'est doté d'un arsenal juridique solide et ce pour faire face à ce phénomène complexe aux ramifications transnationales. De son côté, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, présente à la cérémonie, a salué les efforts déployés et a réaffirmé le soutien de l'organisation aux initiatives nationales. La traite des personnes est l'une des violations les plus graves des droits humains. Elle prive des femmes, des hommes, des enfants de leur liberté, de leur dignité et même de leur avenir. En cette journée de commémoration, nous rendons hommage aux victimes et réaffirmons notre engagement collectif à mettre fin à ce fléau. Comme on l'a vu lors de la vidéo, la Mauritanie a accompli des progrès notables. L'adoption d'un plan d'action national élaboré de manière inclusive avec l'appui de mes collègues de l'OIM que je salue, marque une étape importante. Ce plan repose sur des piliers essentiels, la prévention, la protection, les poursuites, la coordination et assistance aux victimes. Les résultats sont là. Aujourd'hui, la Mauritanie peut être fière. Plus de 500 victimes identifiées et libérées en 2023. 24 affaires portées devant la justice. Des campagnes de sensibilisation menées dans les zones à risque et des dispositifs de réinsertion mis en place pour accompagner les survivants. Dans le cadre de cette journée, des campagnes de sensibilisation et des caravanes traverseront les régions du pays au plus près des populations, et ce pour informer, prévenir et protéger. Autre campagne de sensibilisation, cette fois-ci dans le domaine de la sécurité routière. Elle est entreprise par l'autorité de régulation des transports routiers au profit des conducteurs et des citoyens en vue d'attirer leur attention sur les dangers liés au non-respect des procédures du Code de la route. Une vaste campagne de sensibilisation au transport et à la sécurité routière a été lancée ce week-end depuis la gare routière sud de la Muqata'a de Riyad, en présence du président de l'autorité de régulation des transports routiers, El Hassan Al-Awan, qui supervise personnellement l'opération. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés au niveau national pour réduire les accidents de la route et renforcer la culture de la sécurité routière, notamment en période de forte affluence sur les axes routiers. Le président de l'autorité a précisé que cette campagne s'inscrivait dans une tradition bien établie au sein de l'institution. Elle est déclenchée, a-t-il souligné, à chaque fois que les circonstances l'exigent, en particulier lors de périodes sensibles comme la saison des pluies ou les campagnes électorales où le trafic connaît une nette augmentation.
pendant 10 jours. Des équipes mixtes composées de chauffeurs professionnels, de techniciens et de représentants de la société civile mèneront des actions de sensibilisation à l'endroit des voyageurs, des conducteurs et de l'ensemble des usagers de la route. L'objectif est clair: encourager le respect du code de la route, alerter les dangers de la vitesse excessive et des dépassements dangereux et œuvrer à un hivernage sans drame sur les routes. Cette campagne traduit la volonté des autorités de faire de la prévention routière un axe central de la politique nationale de transport, face à une sinistralité encore préoccupante sur les principaux axes du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale approuve la recommandation proposée par la commission chargée de la révision de son règlement intérieur. Le département de la formation professionnelle organise à Bogué un atelier destiné à la mise en œuvre du plan annuel d'un système de management de qualité au sein des écoles de formation professionnelle. Le commissariat aux droits de l'homme commémore la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes sous le thème « La traite des personnes est un crime organisé, mettons fin à l'exploitation ». C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.